Bon, bonjour à tous. Donc moi c'est Maxence et du coup aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu la problématique à laquelle j'ai été confronté et ce qui en a découlé. Donc oui effectivement on va parler de bases de données, de redirection de port et de TCD. Bon mais malgré ce site qui ne veut pas dire grand chose, on va essayer de voir des trucs intéressants. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu ma démarche et ma problématique. Hop. Bon, le but un petit peu du jeu, on va le faire très basiquement pour l'instant, c'est de faire de la redirection de port sur un réseau privé. Bon, si c'était, enfin on va voir un petit peu comment ça marche, mais après si c'était aussi simple, ce serait pas très drôle. Du coup, il y a un petit twist qu'on va voir un petit peu plus tard. Je vais essayer de faire une sorte de démarche un peu, enfin on va suivre un peu la démarche que j'ai suivie et on va voir comment ça se passe. Ok. Du coup, dans le meilleur des mondes, pour donner un cas très basique, on est sur Internet, c'est chouette, et chacun des services, machines, de ce que vous voulez, a une adresse IP qui est unique, routable, donc tout va bien, c'est chouette, tout le monde est content. Bon, le problème c'est qu'on n'est pas dans le meilleur des mondes, et que du coup on n'a pas forcément envie d'avoir ce genre de propriété sur les adresses IP. On a parfois envie que nos services soient cachés derrière des adresses publiques et aient des adresses privées qui ne soient ni uniques ni routables. Pourquoi? Soit parce qu'on a envie de faire des choses dans le coin et on n'a pas forcément envie que le destinataire soit au courant de ce qui se passe. Soit aussi parce que les adresses IPv4 commencent à manquer, commencent à coûter cher et qu'on aimerait bien en utiliser le moins possible. Voilà. Donc, il existe du coup des services qui ont des adresses IP qui sont non routables, non uniques. Mais du coup, bah, ça pose un peu un problème parce qu'on se demande un peu comment ça peut se passer. C'est pas censé pouvoir bien fonctionner sur Internet. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, on utilise un petit trick qui est assez basique. Donc, si on utilise des protocoles type TCP, UDP ou autre, il y a un concept de port qui est présent. Du coup, ce qu'on veut, c'est que dans un réseau privé, quand un paquet arrive depuis l'adresse publique, de savoir à quelle machine du réseau privé il est destiné. Inversement, quand un paquet est envoyé, on a envie que le destinataire puisse faire parvenir une réponse, et donc sur une adresse qui est publique, qui existe, quoi. Du coup, on a une seule adresse publique, mais on a aussi plusieurs ports, du coup, vu qu'on utilise TCP ou UDP. Donc, vu qu'on a une seule adresse mais plusieurs ports, on peut faire correspondre juste le port à une adresse privée et un port. Du coup, voilà, on vient de faire de la redirection de port. On va utiliser un exemple qui fait des trucs un petit peu plus complexes pour mettre en image. Donc IPVS, c'est un équilibreur de charge. Donc, ce qui va permettre, enfin, on va voir un petit peu. Donc, du coup, ça utilise de la redirection de port pour dispatcher des paquets à différents services. Donc, du coup, dans un réseau privé pour justement équilibrer la charge des différents serveurs qui sont derrière. Du coup, c'est dans le Linux depuis 2004 et par conséquent, ça va plutôt vite. Bon. On va imaginer un exemple, imaginons ce petit réseau, pour ça je l'ai piqué de la doc d'IPVS, bref. Donc ici on voit là-haut l'adresse publique en 202, et ici du coup c'est un réseau qui est privé. Voilà. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de faire correspondre un port de l'adresse qui est publique ici, vers ici différentes machines avec des adresses et des ports différents. Ici, on en a plusieurs sur une adresse parce qu'on veut faire du dispatch. Du coup, c'est IPVS qui va choisir, selon son algorithme de scheduling, quelle machine il va choisir. Donc, pour la deuxième ligne ici, on redirige bien, dès qu'un paquet arrive sur le port 21, on va le rediriger vers cette machine en particulier. Voilà, alors du coup, comment ça se passe un petit peu plus dans le détail? Imaginons qu'on reçoive ce genre de paquet avec cette source et cette destination. Donc, la machine où IPVS tourne va recevoir ça. Et on voit bien qu'à la destination, c'est sur le port 80, donc c'est là où il y avait les deux machines. IPVS va utiliser son algorithme pour choisir une des deux machines sur lesquelles il doit faire rediriger le paquet. On va dire qu'il utilise celui-là. Et il va changer la destination.
Inversement, quand la réponse est émise, c'est la source qui va être changée pour que celui à qui, le destinataire puisse répondre sur le bon port. Voilà. Alors, du coup, on a vu que, bon, ici j'ai pris IPVS comme un exemple, mais on va aussi l'utiliser parce que ça fait de la redirection de port, ça va vite, ça a l'air d'être plutôt utile pour ce qu'on veut faire. Voilà. Du coup, on a fini en fait. C'est bon, la redirection de port, elle est faite, on a un truc qui marche vachement bien, voilà, c'est bon, c'est fini. Non, pas trop en fait. Et on a c'est le truc qui marche très bien quand on a des IP qui bougent pas. Quand on a des IP qui sont statiques, qui sont donnés, qui sont fixes, et le nombre de services qui sont dans le réseau privé est fixe. Le problème, c'est que c'est pas toujours le cas. Et on a parfois des IP qui bougent. Comment ça se passe? En fait, dans ce genre de cas, on a deux choix. Donc soit les adresses IP sont statiques, sont choisies par l'admin 6 ou quoi. Mais parfois, en fait, ce travail d'assignation, on a envie de le déléguer à ce qu'on appelle un serveur DHCP, qui va du coup, dès qu'on lui demande, va donner selon ses capacités une adresse IP pendant un temps donné. Du coup, tout ce travail est automatisé et c'est chouette. Du coup, comment ça marche un peu plus exactement? Bon, ça c'est pour le bonus. En gros, le client qui n'a pas encore d'adresse IP va faire un DHCP Discover, donc va envoyer en broadcast à tout le monde une demande d'IP. Le serveur DHCP va faire une offre, donc, qui se compose grosso modo d'une adresse IP, mais aussi d'un bail, donc d'un temps de location, entre guillemets, de l'adresse IP. Si le client est satisfait de cette proposition, il va l'accepter, et le serveur va confirmer le prêt. Voilà. Du coup, parce qu'on a des IP qui sont pas toujours les mêmes. Il y en a des fois on a des services qui apparaissent, qui disparaissent, qui changent parfois d'IP parce que les prêts sont pas renouvelés, etc. Du coup, on a besoin de faire du coup de la redirection de port qui sont un petit peu plus dynamiques. Et pour ça, une des premières idées, ce serait de garder quelque part, dans une base de données par exemple, des informations sur les différents services du réseau local. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ici, avec ETCD. Donc ETCD, c'est quoi? C'est une base de données qui est basée sur des couples clés-valeurs. Donc on va stocker des valeurs qui sont assignées à telle clé. Et c'est distribué, ça marche plutôt bien. Les commandes qui vont nous intéresser ici, c'est put, get, del et watch. Il y en a d'autres, mais ici, pour la présentation, c'est pas très important. Toc. Alors l'avantage du coup de TCD, parce qu'on dit ok des clés des valeurs, c'est pas très riche finalement comme structure. Oui, sauf que en fait on peut organiser nos clés, nos valeurs par préfixe et surtout on peut essayer de l'organiser comme une sorte de structure arborescente, comme un système de fichiers si on veut. Et du coup, on va pouvoir structurer les informations qu'on met à l'intérieur de notre TCD. Bon, on va faire un exemple ici. Imaginons ce fichier de configuration. Bon, on s'en fiche de ce que c'est, mais on voit qu'il est arborescent quand même. Donc on voit qu'il y a 4 données à stocker, 1, 2, 3, 4. Très bien. Voilà quoi ça peut ressembler dans le TCD. On a des clés, donc comme on le voit ici, on a bien cette structure arborescente qu'on a vue tout à l'heure. Et les valeurs sont bien stockées où il le faut. Bon. Du coup, bon, ça c'est juste comment on peut s'en servir, comme ça. Bon, c'est pas très important ici, mais en gros, on peut du coup mettre des clés, essayer de get leur value, les supprimer. Mais ce qui va nous intéresser en priorité, c'est cette fonction, c'est watch. Donc en fait, ici, on va bloquer sur une clé, et dès que cette clé va être changée par une autre requête, on va avoir une notification. Alors vu comme ça, c'est pas non plus très folichon, mais on peut watch sur un préfixe. Du coup, si on fait l'analogie avec le système de fichiers, on peut watch sur un dossier si on veut, et à chaque fois qu'une clé est changée avec ce préfixe, on va avoir la notification quand même, avec la clé totale. Et ça va nous intéresser beaucoup pour la suite. Voilà.
Donc etcd, on peut lui parler avec un truc en command line comme je vous l'ai dit là, avec une API Golang et avec des requêtes HTTP. Enfin, c'est pas très important ici pour. Toc. Voilà. Bon. Ok, on a un etcd, c'est chouette. Qu'est-ce qu'on fait avec? On a dit qu'on voulait stocker qu'on voulait stocker les IP, enfin les informations que le DHCP peut nous donner. Donc du coup, on va essayer de choisir un serveur DHCP qui fait des trucs. Bon, etcd HCP, bon c'est cool, ça etcd en back-end, mais c'est un jouet, c'est inutilisable. Kear, c'est déjà un petit peu plus sérieux. On a du back-end en MySQL, PGSQL, bref. On peut intégrer des nouveaux back-ends de manière assez pratique. Mais c'est jeune, c'est très gros. Et du coup, ça n'a pas paru assez stable. Et ouais, donc c'est pas ouf. Donc du coup, on va rester classique. On va utiliser le serveur DHCP historique. Hein. Donc pas grand chose à dire, sauf que on a des hooks qui vont nous servir pour plus tard. Voilà. Au niveau de la redirection de port, pareil, on a envie de... Enfin, IPVS c'est bien, on a envie d'une surcouche par-dessus pour permettre de faciliter un peu la configuration et l'utilisation. Du coup, il y a beaucoup de choses qui existent, c'est chouette. Mais moi, j'ai choisi ClusterF. Pourquoi? Parce que la configuration, en fait, de IPVS sera faite dans un espace de clé etcd. Du coup, c'est parfait, ça nous permet de configurer dynamiquement IPVS, c'est exactement ce qu'on voulait. Voilà, on a trouvé des bons outils ici. Du coup, comment ça... Pas de souci. Du coup, ISC, bon, du coup, de base, on n'est pas sur... Enfin, ça fonctionne pas avec etcd, mais bon, d'accord, tous les baux sont stockés dans un fichier texte, mais il est hors de question de parser ce fichier, c'est moche, c'est pas très joli. En fait, ce serait vachement mieux que le DHCP fasse les mises à jour sur le etcd de lui-même. Du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des hooks. Cool. Et en fait, ces hooks qui ressemblent à ça, bon, on a ces on-commit, donc c'est quand un bail est fait, quand il expire et quand il est relâché par le client. Et en plus de ces hooks, ISC nous met à disposition des variables qui nous donnent des informations sur le bail qui est en cours. Du coup, en fait, ici, dans execute, on va tout simplement pouvoir lancer la commande de TCD pour mettre à jour les clés correctement. Et c'est bon, tout va bien. Du coup, comment ça s'organise un petit peu ici? On va faire en sorte déjà d'identifier les différents services par leur nom d'hôte, plus pratique par rapport à d'autres identifiants type l'adresse MAC. Et du coup, ça va se passer comme ça. On va avoir ici, on va mettre donc le hostname et on va garder les informations sur ce nom d'hôte. Ok. Maintenant pour ClusterF, comment ça se passe avec etcd? Donc on a dit que ClusterF chargeait sa configuration depuis etcd. Comment ça se passe? En fait, c'est un petit peu comme l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure pour IPVS. On a besoin exactement des mêmes trucs, sauf que ici, on va pas mettre plusieurs machines en real IP parce qu'on s'en fiche dans le cas présent. Mais bon. Voilà comment ça se passe. Donc on a un hostname, donc un service A. Qui va avoir pour Virtual IP ce blob-là. Bon, le format est un peu bizarre, mais on s'en fiche un peu. Et pour, du coup, ce qui se passe derrière, donc son IP, on a ce blob-là. Voilà. Avec le port qui va avec. Donc vous voyez, c'est assez simple finalement. Donc là, on a un exemple avec un deuxième service. Voilà comment ça peut se faire. Du coup, faisons un peu le bilan de ce qu'on a. On a un serveur DHCP qui met à jour qui maintient ses baux sur etcd. On a ClusterF qui charge sa configuration depuis etcd. Et on a des services qui sont identifiés par leur hostname. Mais on voit bien qu'il manque des choses. Pour voir ça, c'est assez simple, il suffit de voir un petit peu comment on va configurer ClusterF. Bon, pour l'IP privé, pour l'adresse IP privée là, on va juste chercher ce que nous donne l'espace etcd du DHCP. Très bien. Le port du service privé, ça,
bah, de toute façon, faut bien le configurer à la main, on peut pas le trouver dynamiquement. Enfin, c'est quelque chose qu'on doit faire parce que pour des raisons assez obvious, enfin, c'est nous qui sommes censés gérer le service qu'il y a dessus. Pareil pour l'adresse publique, on n'a pas 36 000, c'est à nous de configurer ça. De toute façon, voilà. Par contre, le truc qu'on peut faire un petit peu plus dynamiquement, c'est ce port-là. Parce qu'en fait, un peu à la manière du DHCP, on peut faire dire, enfin vu qu'on en a plein des ports de ce côté-là, on peut prendre un gros tas de ports et les distribuer quand on en a besoin en fait. Donc ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on peut ne pas configurer à la main, qui peut se faire automatiquement. Voilà. Du coup, on a besoin, quelque part en tout cas, d'une table de CD où on va stocker les configurations qu'on va faire à la main ou dynamiquement. Du coup, elle va ressembler à ça. Bon, voilà, c'est pas. Enfin, on va stocker les informations dont on a besoin ici. Et donc, pareil, ça se fait dans un espace de nom TCD. Pareil pour un deuxième service pour l'exemple. Voilà. Du coup, quelle relation on a entre les tables? Du coup, on a ici ce dont a besoin IPVS ClusterF. Et ici, les différents chemins pour aller chercher l'information qui nous intéresse. Et du coup, on a ces relations qui sont là. Mais on va pas pouvoir, ça se fait pas automatiquement de mettre des liens sur ces noms. Donc il va nous falloir un petit service qui fasse le lien à notre place. Et ça, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on a dit que TCD, on pouvait y accéder par une API en Go. Donc c'est un API de client. Et donc ça implémente toutes les commandes qui nous intéressent. Donc voilà un petit peu à quoi ça peut ressembler. Bon, je vais vous montrer un peu de code parce qu'il y a des trucs qui sont un peu rigolos là-dedans. Parce qu'en fait, on regarde qu'on va faire un watch en haut sur l'espace de nom de DHCP et sur l'espace de nom de la configuration. Et du coup, c'est plutôt chouette. Ça nous met ça dans ce qu'on appelle un channel en Go. Donc c'est une sorte de pipe. Et du coup, on va juste bloquer sur ces pipes, récupérer les événements qui peuvent nous arriver. Donc on va bloquer et boucler. Et on va traiter ces événements. Et en fait, à chaque fois qu'on a un événement, on va juste attraper le nom d'hôte qui nous est donné dans la clé qu'on vient de recevoir, qui vient d'être changée. Et on va rafraîchir la configuration d'IPVS de ClusterF. Donc juste en allant chercher les bons paramètres et en les mettant dans la configuration d'IPVS. Voilà un petit peu ce qu'on a. Du coup, là a priori on a un peu réussi, parce qu'on a bien le DHCP qui maintient ses baux sur une base de données. On a ClusterF qui va chercher cette configuration, une configuration dans etcd, et notre petit service qui fait le lien entre les deux et qui permet d'avoir de la direction de port un petit peu dynamique sur notre réseau. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut faire plus tard? Alors oui, faire un peu de visualisation, voir un peu ce qui se passe au niveau de la configuration, de la redirection de port sur une page internet ou autre, pour réussir à avoir les données et à pouvoir faire des trucs avec. Et puis oui, surtout déployer, parce que pour l'instant j'ai un bon vieux prototype sur mon ordi, c'est chouette, mais c'est pas du tout assez. Voilà. Alors du coup, merci de m'avoir écouté. Est-ce que vous avez des questions? Ok, du coup, merci beaucoup, merci de m'avoir écouté, et à la prochaine conf, je crois. Tiens.